l'État, qui sont au mieux figés dans le temps et dans la plupart des cas appelés à baisser au fil des ans. Et la démonstration du vice-président à l'instant est édifiante à ce sujet. Tel est le cas, notamment, de la disparition de la taxe d'habitation, décision désastreuse de l'État pour les communes, qui a rompu le lien entre la plupart des habitants, les locataires et leur mairie. Nous le savons, face à l'étau financier qui les oppresse, de nombreuses communes de notre métropole, toutes orientations politiques confondues d'ailleurs, ont dû augmenter à regret leur taux de taxe foncière. Pour la métropole, la taxe d'habitation est remplacée par une dotation qui évoluera au fur et à mesure de la TVA, impôt volatile par excellence. Au contraire des bases immobilières qui sont, elles, fixes. Globalement, toutes les réformes de l'État qui remplacent les impôts locaux par des dotations fragilisent financièrement les collectivités locales et augmentent le fameux effet de ciseau. Nous l'avons vu. Élément de vigilance aussi, mais là, qui est plus interne à notre métropole, c'est le coefficient d'intégration fiscale, ou CIF. Il faudra travailler de manière fine pour le maintenir, avec sans doute une réflexion à avoir sur nos recettes et les quelques leviers dont nous disposons aussi. Une inquiétude également, on le voit, elle provient des subventions et aides d'autres collectivités locales et de l'État à l'investissement. Alors, même si le montant des subventions dites d'investissement s'est affaibli, mais marginalement entre 2021 et 2022, tout ça doit être mis en perspective avec les discussions en cours, notamment avec la région, sur le prochain contrat de plan État-région qui n'augure rien de bon pour l'avenir. Sur notre politique d'investissement, nous saluons une augmentation du taux de réalisation, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire ce que nous avons réellement dépensé par rapport à ce que nous avions prévu ou budgété. Nous sommes à 83%. Globalement, tout budget confondu, 85% sur le budget principal, avec de réelles progressions quand on regarde les domaines. Et notamment, je me félicite de l'excellent taux de réalisation dans le domaine des mobilités inclusives, de l'espace public et du GER voirie. Une petite alerte, cependant, nous sommes en retard d'une quinzaine de milliards d'euros sur la réalisation de notre PPI, si nous cumulons 2021 et 2022. Il est important d'arriver à ne pas laisser se cumuler après année ce retard, notamment en listant les domaines dans lesquels nous n'arrivons pas structurellement à réaliser et identifier pourquoi. Et le cas échéant, soit renforcer nos propres moyens en interne, soit utiliser nos entreprises publiques locales pour absorber le plan de charge. L'important est de ne pas repousser le problème après année comme nous l'avions craint lors de notre débat sur la PPI. Donc je dirais, pour ne pas être long, des comptes au vert, mais avec quelques nuances de gris malgré tout. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors j'ai une demande de prise de parole. C'est Vincent Fristo, c'est ça? Vincent Fristo. Merci. Bonjour à vous toutes et tous. Chers collègues, dans la suite de l'intervention de notre collègue Pierre Béjagy, avant de parler du budget vert qui éclaire les investissements du compte administratif 2022, je souhaite aborder deux éléments de contexte. Un sursaut récent au niveau national avec la sortie du rapport France Stratégie de Jean Pisani-Ferry sur les impacts macroéconomiques de la transition. Vraiment intéressant, puisque l'économiste souligne que la France a devant elle une décennie d'efforts, plaide pour un impôt spécifique sur le patrimoine des plus aisés. Pour les rapporteurs de ce rapport important, donc la neutralité climatique reste atteignable, mais elle nécessite une transformation rapide et globale, principalement pilotée par les politiques publiques. 3 mécanismes économiques pour atteindre cette neutralité donc, sont identifiés. La réorientation du progrès technique vers des technologies propres, la sobriété, la substitution de capital aux énergies fossiles. Et je dis ça au moment même où des questions se posent sur l'Assemblée générale de Total, qui, on le sait bien, ne va pas du tout dans le bon sens. Pour financer ces montants, le rapport appelle à programmer l'investissement climat sur 3 décennies, plaide pour un recours massif à l'endettement, préconise de mettre en place un impôt exceptionnel et temporaire sur le patrimoine financier des 10% de Français les plus aisés, à hauteur de 5 milliards d'euros par an. Premier élément de contexte.
Deuxième, sur l'adaptation au changement climatique. Les mises en garde se succèdent du Haut Conseil pour le climat. Dans son dernier rapport, publié maintenant presque près d'un an, en juin 2022, intitulé « Dépasser les constats, mettre en œuvre les solutions », le Haut Conseil climat indique que la loi européenne sur le climat et le paquet concernant l'objectif Fit for 55, donc Fit, aller vers 55% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, impose une accélération sans précédent de la baisse des émissions dans tous les secteurs. Je vais vite, on connaît un peu ça, et je pointe et donc l'Institut de l'économie et du climat, I4CE, instigateur finalement de la méthode que nous avons utilisée à la métropole pour éclairer les élus métropolitains sur le budget vert. Donc c'est une méthode spécifique qui a été développée. Cet institut de l'économie et du climat, I4CE, estime aussi dans diverses publications accessibles en ligne que les collectivités devraient plus que doubler leur investissement climat, notamment sur les mobilités, la rénovation énergétique des bâtiments publics, l'efficacité énergétique de l'éclairage public et des réseaux de chaleur. Toute politique que nous menons ici à la métropole, la question qui est posée, c'est à quel rythme nous menons ces politiques et est-ce suffisant? Donc, concernant maintenant la démarche de la métropole, je souhaite évidemment la saluer pour ce qui vient d'être proposé, présenté par le vice-président, avec un engagement fort des services de la métropole pour classer les investissements du budget principal, ça concerne le périmètre budget principal, en 2022 dans le compte administratif, et qui concerne des actions favorables à l'atténuation du changement climatique. Le vice-président a indiqué que nous pourrions, avec cette méthode, mesurer les évolutions de notre propre budget. C'est très bien. Nous pensons aussi que c'est l'opportunité de mettre en œuvre une cohérence entre ce budget et nos objectifs environnementaux, dans le cadre, par exemple, de la révision du plan climat-air-énergie, décidé par notre Conseil dès novembre 2020. Et aussi concernant un suivi sur la programmation pluriannuelle, où évidemment ces éléments interviennent. Quand on regarde, le vice-président l'a rappelé dans sa présentation, donc je vais être court, les conclusions que nous pouvons d'ores et déjà tirer sur les 3 plus gros montants défavorables à la réduction du changement climatique. Cela concerne une partie des dépenses consacrées aux mobilités et aux espaces publics. Je souligne particulièrement le GER voirie consacré aux dépenses de bitume. Et là, la question qui nous est posée clairement, c'est comment allons-nous vers une baisse de ces dépenses? Je pense qu'il faut le dire ainsi, pour qu'on ne se réduise pas à une simple photographie, mais bien que nous engagions une réflexion de fond sur comment les choses vont évoluer à l'avenir. Ensuite, on peut, en tant qu'élu métropolitain, s'interroger, on comprend bien la méthode qui est entreprise. Le dossier du rachat du pôle R, anciennement chez Schneider Electric, bâtiment très énergivore, est classé comme dépense défavorable parce qu'effectivement, les travaux vont engager des émissions de carbone. Néanmoins, avec le recul que nous avons, nous savons que cette dépense, elle est extrêmement favorable sur plein d'autres dimensions, notamment la question d'éviter des consommations de matériaux. Et donc l'analyse multicritère nous permet de donner un éclairage plus politique et plus intéressant aussi sur ce type de classement. Je termine en disant que nous proposons d'aller plus loin que le constat initial, mais la démarche est vraiment intéressante. Inviter le Conseil métropolitain à définir de nouveaux objectifs d'évolution, notamment par un débat sur la construction de trajectoires, comme j'indiquais, pour réduire les dépenses défavorables à la réduction du changement climatique. Et cela nous invite donc à avoir ces objectifs, peut-être tournés aussi vers l'adaptation, puisque jusqu'à maintenant on ne parle que de réduction des émissions, de moindre dépendance pour notre territoire de ressources extérieures en développant donc notre autonomie. Merci de votre attention. Merci beaucoup. La parole est à Laurent Tovist. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, vous retracez dans la première partie de votre présentation l'avancement de nos investissements au regard du PPI 2021-2030, PPI que nous avons voté parce que nous l'avons jugé effectivement
ambitieux. Alors, le taux de réalisation sur la première année avait été excellent. Aujourd'hui, il est à 83%, ce qu'on peut effectivement estimer encourageant. Toutefois, il faut être vigilant puisque si on se laisse déborder, le taux de 83%, si on le poursuit sur le fil des années, ça nous amènerait à avoir 442 millions que nous ne réaliserions pas d'ici la fin du mandat. Donc il faut donc qu'on se concentre sur le rattrapage pour qu'on ne se laisse pas déborder. En ce qui concerne le budget principal et nos dépenses d'équipement, nous constatons que nous avons atteint un nouveau record en 2022, 140 millions d'euros investis. Nous le disons, c'est une bonne chose pour la dynamique de la collectivité et de notre territoire. En ce qui concerne le budget vert que vous nous présentez pour la première fois et qui a vocation à être reconduit dans nos futurs budgets, il ne faut pas simplement que ce soit une démarche pour faire joli.